Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'OSTJV dédié à Elden Ring. Bonjour à toutes et à tous et donc aujourd'hui on est de retour avec mon comparse Jean-Loup. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien, très heureux de se retrouver pour cet épisode de l'OSTJV. Écoute, deuxième Bah épisode ouais, de la série. c'est ça. Après notre magnifique épisode dédié à Hades, on retape dans le lourd encore hein, avec cette fois-ci un numéro dédié à Elden Ring. Et bon sang de bois, il y en a des trucs à dire sur Elden Ring. Ah oui, ça c'est sûr, hein. On avait fait déjà un édito JV sur Elden Ring. Voilà, la continuité, c'est parler des musiques parce que quand même, hein, c'est des grands morceaux, des grands chefs-d'œuvre, je n'ai pas honte de le dire. Complètement. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Du coup, on vous a fait une petite sélection d'une dizaine de musiques qu'on va découvrir ensemble et C'est détailler. ça. Alors, on va commencer notre petit numéro par une petite introduction. On va replacer les choses en contexte, expliquer un peu quelle est l'histoire des Soulsborne et d'Elden Ring du point de vue de la musique, qui sont les compositeurs, tout ça, tout ça. Pour chaque musique, on va essayer de contextualiser au maximum, hein. Rappeler dans quel contexte on écoute la musique, où elle apparaît, dans quel lieu, etc. Et puis, comme disait Jean-Loup, on va donc avoir une dizaine de musiques. En fait, il y aura 11 morceaux, parce que le petit dernier, on va pas trop débriefer, ce sera une petite surprise. Et donc, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, allez, let's go, c'est parti. Et donc, il y a Elden Ring, qui est sorti cette année, en 2022, qui a déjà, dans le cœur de beaucoup de joueurs, raflé le titre de meilleur jeu de l'année, hein, on va pas se le cacher. Pour nous C'est, aussi, je pense. ouais, je crois aussi. Et Je pour crois nous qu'il va aussi, falloir, qui a été vendu, ils ont annoncé il y a quelques jours 13,8 millions de ventes ouais, pour un From Software, ce qui est, je crois, les meilleurs scores, je c'est crois. ça, c'est leur meilleur score, sachant que là, on a 13,8 millions, alors qu'on est à 3 mois d'exploitation. Donc, l'année n'est pas finie, hein, très clairement. Les projections à la fin d'année, elles sont magistrales. Je crois que c'est Games Industry qui prévoit entre 20 et 25 millions de jeux vendus d'ici à l'année prochaine. C'est colossal. Ah oui, c'est Et, colossal, effectivement. Oui. et là, ils ont déjà en 3 mois vendu autant de jeux que Dark Souls 3 sur toute sa vie, toute sa période d'exploitation, quoi. Donc, c'est absolument énorme et c'est totalement justifié. Parce que Oui, c'est parce quand que même. le jeu est presque parfait sur plein de, sur Ouais, plein de niveaux. Là, j'ai rejoué par exemple à un petit jeu récemment qui s'appelle Dolmen, qui est un genre de Souls-like, mais quand je compare à Elden Ring, malheureusement, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit au niveau de la musique, de l'ambiance, des caractéristiques de personnages et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. ouais. Ouais, c'est vrai que Elden Ring a mis la barre très, 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 très haut. Et donc, que ce soit en termes de level design, de game design, de caractérisation, de chara-design des créatures, des personnages, des monstres, enfin, c'est une folie. Et il y a un point qui passe souvent dans travers les mailles des filets, c'est la musique. Et bon sang, mais quelle musique, quoi! Ah ouais, la musique a une très très grosse empreinte sonore qui est inhérente au From Software, au Soulsborne, mais qui pour le coup dans ce Elden Ring qui reprend quand même, on va pas se mentir, la continuité musicale des autres jeux From Software, Ouais, mais peut-être en plus grand, plus fort, toujours plus grand quoi. De toute façon, c'est le exactement. leitmotiv d'Elden Ring, c'est tout comme avant, mais en mieux et en plus grand. Exactement. Et en plus épique. Et en plus épique. Exactement. Alors, pour resituer en contexte, donc, comme tu disais, il y a toujours cette patte hein, au niveau de la musique des Soulsborne, c'est-à-dire que on a quand même pas mal de morceaux assez minimalistes, beaucoup de musique d'ambiance. Par contre, des morceaux qui accompagnent les boss, les thèmes de boss qui sont toujours très très brutaux, hein, très très épiques. Vraiment, en général, on sort l'orchestre symphonique, on fait péter les violons, les percussions et on y va franco. Et pour From Software, en fait, ils ont fait appel à très peu de compositeurs, en fait, durant Ils leur étaient deux ou carrière. trois, il me semble, de ce que j'ai compris. Enfin, sur C'est- Elden Ring, en tout cas, je parle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur Elden Ring, on a Yuka Kitamura, qui a composé les musiques de Sekiro et de Bloodborne, qui reprend son rôle. Elle avait déjà composé pour la musique de Dark Souls 3. Pour info, les musiques de Dark Souls 1 et 2, hein, c'est Motoi Sakuraba qui avait composé
C'est un monstre, Sakuraba. Il a composé les musiques de Tales of, de Valkyrie Profile, de Golden Sun. Enfin, c'est un monument, ce gars-là. Et pour la musique d'Elden Ring, donc Yuka Kitamura, elle a été secondée par Tsukasa Saito, pardon, qui a composé la musique d'Armored Core 3 et Armored Core Nexus, et Shoei Miyazawa, qui avait auparavant fait le sound design sur Bloodborne, et Tai Tomisawa, qui avait fait la musique de Final Fantasy XV Comrades, qui est le DLC multi de Final Fantasy XV. Ah oui, c'est précis. Ouais. C'est précis. Donc, on va pas pour chaque morceau dire exactement qui a fait quoi, etc. Parce que chez From Software, ils ont plutôt l'habitude de travailler en cohésion. Donc, si Yuka Kitamura est quand même créditée comme compositrice principale, faut pas négliger le rôle des 3 autres hein, qui forcément ont mis leurs pattes et ont co-composé avec elle la majorité des morceaux qu'il y a sur cette OST d'Elden Ring, qui quand même dans sa version complète, c'est quand même 2h50 de musique. Ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Ouais, c'est énorme. Parce que le truc en plus dans les musiques d'Elden Ring, en fait, c'est que évidemment, c'est des musiques de jeux vidéo. Donc il y a des musiques, comme on va le voir, inhérentes au boss. Mais sinon, après, c'est des musiques d'ambiance, des musiques de zone, des musiques voilà, qui peuvent durer très longtemps. Mais bon, leur version officielle, elle dure qu'1 ou 2 minutes. Mais après, elles sont loupées, quoi. Mais, exactement, évidemment, comme dans tous les jeux vidéo. Tout à fait. Mais du coup, voilà, ouais. Bah écoute, je te propose qu'on attaque directement avec on est de la case obligée, hein, c'est le thème principal d'Elden Ring, celui qui a accompagné les premières bandes-annonces. Je l'ai pas mis, j'étais sûr que tu allais le mettre, voilà. Donc y a pas de problème, c'est parti pour le main thème du coup. C'est parti. Et c'était donc le thème principal d'Elden Ring, celui qu'on entend pardon, sur l'écran d'accueil. Et bon sang de bois, mais qu'est-ce que ça déboîte, quoi. Oui, clairement, et c'est même un peu trop court, si je peux me permettre. Ça, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais c'est vrai que d'entrée de jeu, on voit la grandeur que veut te faire ressentir le jeu par sa musique de menu, quoi. Ah oui, elle est incroyable, quoi. Et puis elle te rentre dans l'art directement au bout de 3 secondes, elle t'envoie des gros cuivres. C'est une vraie claque et ça détonne complètement avec les musiques des précédents Soulsborne, en tout cas la musique d'accueil des précédents Soulsborne, parce que auparavant, ils essayaient juste de poser une ambiance un peu lourde, un peu mystérieuse. Et là, il y a pas de mystère, on t'annonce clairement, tu vas t'en prendre plein la face. Ça va être grandiose, ça va être épique. Et la promesse, elle est tenue, quoi. En fait, par la musique du menu, le jeu te fait comprendre que en fait, le voyage va être long, dur, et qu'il va falloir vraiment s'accrocher, quoi, parce que tu sais, avec ces tambours de guerre qui te disent vas-y, il faut y aller, quoi, parce que sinon il va falloir s'accrocher, quoi, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis on retrouve quand même quelques petits éléments, bien sûr, des musiques principales des autres jeux de la saga, à savoir ces chœurs là. Ils sont assez typiques des Soulsborne. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de morceaux sur la mode Elden Ring où il y aura des chœurs
qui sont très emphatiques. Tu sais, on a vraiment l'impression d'assister au concert des chœurs de l'Armée rouge presque. Oui, Tu vois, je vois c'était très bien. quelque chose de très martial et en même temps de très puissant. Enfin, c'est une espèce de résumé en avance de tout ce qui nous attend, quoi. Ben, exactement, et en plus, il y a deux choses, c'est que déjà, je dirais, le thème principal, et la mélodie principale du main thème, là, on va la voir dans un autre morceau qu'on va pas spoil, mais c'est à peu près la mélodie principale d'Elden Ring, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et deuxième chose, c'est qu'on voit à peu près l'unicité dans ce morceau-là de ce qu'on va voir dans les autres musiques. C'est-à-dire que c'est pas inhérent aussi à Elden Ring, ça, c'était là dans les Dark Souls, dans les Bloodborne, mais tout ces chœurs, ces violons, ces orchestres un peu grandioses, voilà, ça va être un peu la patte, surtout des musiques de boss pour le coup, mais même Oui, ailleurs. oui, complètement. Et bien, en parlant de musique de boss, Et ben on va partir pour le premier boss, le premier vrai boss qui a tant fait parler au début d'Elden Ring. On va écouter la musique de Margit ou Margit. On va pas, attention, je veux pas mettre personne à dos. Margit le déchu, et on en parle juste après.
Bah écoute, c'était un très grand morceau pour un très grand personnage du Lord Elden Ring. Mais pour le coup, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un peu représentatif de toutes les musiques de boss en tout cas. C'est que, comme on a pu l'entendre, il y a une première partie et on sent vraiment la cassure au milieu qui annonce la deuxième phase. Ouais. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de musique, en fait, de boss surtout, qu'on peut pas définir de partie. Un peu comme dans des musiques traditionnelles avec couplet refrain pour faire le truc le plus basique. C'est que du Ouais. coup, si on n'a pas fini, à la fin de la boucle, la première phase, ça va reprendre avant que ça passe sur la deuxième phase. Et Ouais. par contre, quand on a le morceau en bloc, on l'entend directement. Mais oui, pour le coup, Mardit, au niveau du lore, c'est un très grand personnage parce qu'en fait, il s'agit, attention spoiler, de Morgoth, le roi des réprouvés, qui est, il me semble, l'actuel, en tout cas, seigneur par défaut, quoi. Oui, Il c'est ça, repose c'est le toujours maître au trône. d'Elden. Ouais. Il est toujours sur le trône d'Elden et du coup ce personnage qui, en tout cas pour moi au début, n'avait pas grande importance quoi. Il te bloquait juste l'entrée au château de Voile-Orage, qui est au final un personnage extrêmement important et qui je trouve se retrouve dans cette musique, cette importance-là. Ouais. Par ce grand orchestre, et aussi surtout ce que j'ai remarqué dans cette musique au niveau du ressentiment quand on l'écoute, c'est cette nostalgie, comment dire, ouais, cette nostalgie Oui, de oui, l'ancien temps un peu. c'est ça, il y a une forme de mélancolie là-dedans. Ouais, ouais, c'est très, c'est très lié au personnage en fait, parce que on s'arrête quand on joue, hein, on s'arrête au fait qu'il nous tatane la gueule et qu'il faut qu'on apprenne son pattern pour pouvoir avancer. Mais il a une forme de, c'est un personnage blessé quoi. C'est un personnage qui est assez complexe et qui regrette cet ancien temps où avant que l'anneau ne soit brisé quoi. Oui, c'est ça, et qu'il y a eu l'éclatement et que tout le monde part un peu de son côté et tout. Et Morgoth, en fait, ne serait-ce que par son essence, son personnage, il représente un peu ce passé qui ne peut plus être. Ouais, Et on le ressent justement, moi, ne serait-ce que par le personnage, le fait qu'au début, ouais, en tout cas, bon, là je parle précisément de Margit, mais le fait qu'il ait que sa canne et tout, et qu'il combat avec, il y a un peu mm, une genre de danse macabre qu'il y a entre toi et lui, oui, où tu es, un peu poussé à le combattre, alors que enfin, bon, ça c'est un peu, c'est un peu bête de dire ça, mais au final, t'as rien contre lui, tu sais pas qui c'est en fait au début. T'en as ouais, aucune idée de qui c'est. Ou de Radan, quand tu le combats, tu sais à peu près qui c'est. Malenia, bon, on sait pas, mais voilà quoi. Alors ouais, que Mardit, on sait rien de lui dès le début en fait. C'est ça qui est oui, fou. C'est ça qui est fou. ouais, ouais, ouais. Mais après, ça aussi, c'est typique des Soulsborne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent ça, le fait qu'il y ait cette narration un peu éclatée, un peu mystérieuse, où c'est à toi de venir recoller les morceaux au niveau du scénario. Moi, je trouve que c'est justement, ça fait partie du charme et du sel de ces jeux-là. C'est-à-dire que tu explores, t'es vraiment, comment dire, tu es vraiment comme l'avatar. C'est-à-dire que tu te réveilles dans un monde, tu comprends rien, tu connais rien. Et comme ton avatar, tu vas apprendre des choses par morceaux. Tu vas aller explorer, tu vas aller découvrir. Et je trouve qu'il y a un premier cap qui se passe avec cette musique de Margit le Déchu. C'est que déjà, quand tu arrives devant Margit, tu as passé un cap dans le jeu. C'est-à-dire que tu as pu très bien ouais, explorer un peu les nécrolimbes et compagnie, mais si tu as vraiment envie d'avancer comme il faut, entre guillemets, ou comme le jeu attend que tu avances, tu dois avancer vers Voile Orage et affronter Margit. Et à partir de ce moment-là, les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler. Les quelques petites phrases que te lâche Margit, elles ont leur importance. Quand il te dit qu'il va éteindre ta flamme, cette flamme de l'ambition, il y a un vrai message derrière. Quand il te dit que tu vas le revoir, ben, c'est vrai, tu vas le revoir aussi. Et tout ça est fait de manière très, très subtile. Et je trouve que c'est vraiment une vraie masterclass ce morceau parce que ça embarque à la fois cette puissance emphatique là, qui déborde de Margit le Déchu, parce que c'est vraiment un perso qui est hyper impressionnant hein, en termes de boss quand tu l'affrontes la première fois, t'emmènes pas large. Hein. Et puis il est pas simple. Quand tu essaies de te le faire Ah oui, au oui, tout mais en fait, début, il est pas simple. Hein. c'est le premier vrai boss du jeu. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais un ami qui me donnait cette image-là, c'est que ce soit Necrolem jusqu'à Mardit, c'était un peu le plateau du prélude de Zelda Breath of the Wild. Tu crois que Ouais, en fait, t'es en train de vachement avancer dans le jeu. En fait, c'est le début.
Ça commence c'est là. ça. Et moi, je sais pas toi en tout cas, mais moi, ça m'avait jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive à Leindel et à la fin de Leindel. Pour moi, Mardit, on le recroise avant de rentrer dans la capitale. Il Ouais, réapparaît vite fait. Mais pour moi, c'était juste une apparition comme ça. C'était pas quelqu'un de très important. Et au final, si. Et en fait, quand tu analyses la musique et quand cette musique-là précisément, et quand tu plonges dedans, tu dis qu'en fait, c'est tellement important, surtout, je trouve, dans les jeux From Software, parce que vu que la narration est très éclatée, tu comprends pas tout, etc. Il faut que les compositeurs, ils arrivent à faire passer des éléments par la musique, en fait, des éléments d'histoire, clairement. ouais, Et ouais, donc, ouais, c'est assez représentatif, cette musique-là, je trouve. ouais, Voilà. carrément. Excellent choix. Excellent choix de Merci. musique. Je te propose qu'on change un peu de registre du coup, qu'on avance et cette fois-ci on va aller sur le registre de l'hommage à plusieurs échelles. On va écouter la musique qui accompagne le Round Table Hold, c'est-à-dire, mince, le nom français m'échappe, le bastion de la table ronde. C'est ça, exactement. Et on s'écoute ça et on revient tout de suite après. Et c'était donc la musique qui accompagne notre arrivée au bastion de la table ronde. Alors c'est un lieu assez particulier parce que on s'attendait pas, enfin moi en tout cas je m'y attendais pas quand j'ai joué à la bêta et à la première CNT, je m'attendais pas à tomber sur un lieu comme ça dans Elden Ring. Parce que dans les précédents Souls, il y a toujours eu cette espèce de hub central ou de bastion où on se retrouvait avec d'autres PNJ pour discuter, etc. Et quand on nous a annoncé Elden Ring en un jeu en monde ouvert, je ne savais pas comment est-ce qu'ils allaient pouvoir inclure un hub ou un bastion comme ça. Et quand je suis arrivé pour la première fois là-dedans, je me suis dit: «Mais waouh!» Tu as une espèce comment dire? De moment qui te saisit, où tu te retrouves téléporté là, suite à une petite tape dans le dos de la part de ta compagne, on va l'appeler comme ça. Et tu arrives là-dedans et tu as cette espèce d'énorme table avec toutes les épées plantées là-dedans et une espèce de colonne d'énergie qui tombe dessus, c'est saisissant. Oui, c'est clairement en plus la table ronde. En plus, c'est Ah bah pas du tout oui, caché comme référence. C'est vraiment une table ronde du roi Arthur médiéval. Et comme je te disais en aparté, en rigolant, je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont posé la question de savoir quelle épée appartient à qui sur cette table ronde. Ça serait très marrant de savoir ça. Et c'est obligé. oui, oui, clairement. Et je trouve que ce côté mystique, il revient beaucoup parce que, ne serait-ce que par rapport à l'endroit, c'est que la table ronde, on la revoit dans le jeu quand on va à Lindel.
Oui, Et du coup, c'est cette table ronde-là. C'est juste que la table ronde qui sert de hub central, au final, moi j'ai plein de théories, j'ai pas de réponse encore. C'est que c'est une zone qui est complètement hors du temps, hors de l'espace. On sait pas exactement où on est. Parce que quand tu vas dans la table ronde de Leyndell, tu retrouves par exemple le marteau du forgeron, sachant que le oui. forgeron il est déjà là quand tu téléportes. Ça veut dire quoi? C'est dans le futur? C'est une version du passé? Je sais pas. Et c'est vrai que ce côté mystique, il revient par ces nappes de violon très lisses. En vrai, ça explose pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très doux qui, Ouais. comme tu le disais, très triste au final. C'est ça, c'est très mélancolique et en même temps, quand tu as fini le jeu et que tu repenses à tous ces passages-là par le bastion, tu te rends compte que alors déjà tous les PNJ qui sont là, ils y sont pour de bonnes raisons et ils ont tous des histoires hyper tragiques. Quand tu croises, Fia, la compagne mortuaire, c'est un personnage qui est hyper touchant, hyper mystérieux mais enfin qui est vraiment, moi c'est ce personnage qui me suscite le plus de pitié dans tout le jeu, tu vois? J'ai l'impression qu'elle est vraiment, condamnée à vivre dans la mort et accompagner la mort de tout le monde, quoi qu'il arrive et en même temps, je vais pas spoiler, mais il y a quand même un gros traître à bord dans ce bastion de la table ronde. Ah oui, clairement, et c'est clair que tous les personnages sont, comme tu disais, vraiment torturés, que ce soit Néphilie quand elle rejoint le bateau, le forgeron qui est enchaîné, qui est là et qui peut faire que ça, quoi, forger. Ouais, c'est ça. T'as comment il s'appelle, celui qui a en rouge là avec son armure, je sais plus comment il s'appelle, où tu peux avoir une de ses fins, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je ne sais plus, le nom m'échappe aussi, mais je vois Oh, de qui tu parles, ouais. voilà, au bout de la table ronde, enfin bref, Mmh. il y a énormément En plus, c'est quand même assez. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Pourquoi, par exemple, dans cette table ronde-là, tu as l'augure des doigts avec les deux gros doigts en gros, tu vois. Pourquoi Ouais, ici, on ne sait pas, tu vois. Et c'est ça qui est fou dans ce hub central, c'est que voilà, quoi, c'est un hub central et il y a déjà énormément de lore derrière. oui, Ça se ressent par cette musique vraiment très mélancolique, quoi. ouais. Ouais, 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 c'est, pour moi quand même un très, très beau morceau et si on peut, passer par la case un peu, comment dire? Spéculation. Personnellement, je suis quasi certain que si on a un truc en rapport avec la table ronde, c'est parce qu'il y a du, Gérard Martin derrière. Parce que honnêtement, je vois pas trop Miyazaki faire un hommage aussi, frontal à la table ronde. Par contre, Martin, ah ouais, carrément, ça lui ressemble bien ça. Parce que c'est quand même pas le roi de la subtilité. Ah oui, parce qu'en plus, là, c'est vraiment l'hommage à la culture médiévale occidentale, quoi. Donc oui, c'est sûrement R.R. Martin qui est derrière tout ça. Ouais. Mais pour de plus grand plaisir, pour le coup. Ah oui, 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 tout à fait, hein, c'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Oui, bien sûr. Bah écoute, je te propose qu'on passe à totalement autre chose. Ah oui, On va écouter la musique du Dragon Lich Fortisax qui n'a rien à voir avec la table ronde. Voilà, du tout. c'est parti.
Ben voilà, c'était la musique du dragon, du Liche Dragon Fortissac, une musique très morose, très sombre, on va dire, Mm. qui est vraiment inhérente au personnage de ce dragon-là qui a été corrompu par la mort en combattant, il me semble. Arrête-moi si je me trompe. C'est ça, ouais. Godwyn le Doré, le premier fils de Marika. Mm. Et du coup, en fait, quand j'ai écouté la musique pour la première fois, en dehors du combat, parce que ça c'est autre chose, mais je me suis dit, il y a un très gros aspect Dracula. En fait, il y a vraiment un vampire par Ouais, ouais, ses ouais. orgues, ses cloches, ses violons, ces chœurs vraiment très dissonants. Il y a un côté vraiment que c'est vraiment le mal à l'état pur. Ça se ressent dans la musique, quoi. Oui, complètement. Complètement, c'est assez, bah, c'est très, très grandiose, quoi, et c'est vrai que ça fait presque penser aux films d'horreur de la Hammer, tu sais, des années, 50-60 où, genre les héros, étaient systématiquement invités dans des, vieux manoirs hantés, où il y avait, ben, le Dracula, des vampires, des loups-garous, tout ce que tu veux. Tu as vraiment ce côté-là, à la fois très mystérieux et très très nihiliste aussi. Parce que mine de rien, enfin, l'histoire de Fortisac, c'est déjà assez glauque. En plus, son design est très, très glauque. Ouais. C'est vraiment, c'est un dragon, hein, mais un dragon, bah, corrompu, quoi. Comme on en a souvent, de toute façon, dans les Souls, parce que, on en parlait en off, mais Miyazaki est obsédé par les dragons, et de préférence par les dragons un peu dégueulasses, avec, des mâchoires partout, des mâchoires qui s'ouvrent sur le bide. Enfin, ceux qui ont fait Dark Souls 1, sauront de quoi on parle. Et du coup, cette obsession des dragons, je trouve que ça se ressent aussi dans sa musique, quoi. Enfin, dans la musique d'Elden Ring, parce que il y a plusieurs affrontements contre plusieurs dragons, et à chaque fois, c'est de la musique, mais qui pétarade, comme si tu étais sur un boss de fin, quoi. Alors que non. Là, on a sur un boss optionnel, et on te pond une musique comme ça de 5 minutes 30, mais qui est complètement folle, qui aurait parfaitement eu sa place dans un Seigneur des Anneaux, ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment un super, super morceau, quoi. Bah ouais, et en plus, vu qu'en fait tu combats des dragons qui sont de plus en plus forts dans le jeu, de plus en plus grands et tout, bah, la difficulté que tu as l'impression de ressentir ou que tu appréhendes, elle est aussi là par cette musique qui pète de partout, qui a une énorme masse sonore qui t'oppresse quoi, en tant que joueur, quoi, parce que tu as ça, tu dis, oula, on peut pas se calmer un peu. Je pense Ouais. on combattrait le même boss sans musique, ce serait pas pareil, quoi, tu vois. Ah bah, c'est sûr. Donc Ouais. là, tu as l'impression vraiment d'être dans une église, un truc un peu qui fait un peu toccata, quoi, cette musique très ancienne, un peu baroque, quoi. Ouais. Et même, je me suis renseigné au niveau des paroles qui disent, enfin, dans cette musique-là, les chœurs, Mmh. c'est du latin, mais en fait, du latin complètement inventé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que dans la musique qu'on va écouter juste après, tiens, belle transition, Ah ouais. c'est du vrai latin, quoi. Oui. Ça veut vraiment dire quelque chose. Mais alors, je me suis renseigné là-dessus, j'ai regardé plein de forums, après, peut-être que je sais pas, mais tout le monde dit que c'est du latin, qui c'est juste des mots latins par-ci par-là, qui veulent vraiment pas dire grand-chose au niveau de la structure et tout. Donc, d'ailleurs, pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi pas avoir inventé un vrai texte en latin? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, cet aspect vraiment un peu voilà, baroque, elle vient aussi de du cœur, de la langue parlée. Ça pourrait être de l'anglais, ça pourrait être n'importe quoi, quoi. Et Ouais. ça a toujours été voilà, comme ça. Une Écoute, très belle musique en tout cas. ouais, complètement, et j'en profitais pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'en effet, on va enchaîner avec un autre morceau aussi chanté, cette fois-ci avec des paroles en latin, mais qui veulent dire quelque chose. Et Exactement. ce sont des joueurs, en fait, qui ont fait la traduction, parce que, bien évidemment, chez From Software, ils n'avaient pas donné la traduction comme ça, cadeau à tous. C'est des gens qui se sont rendus compte que une des créatures du jeu, qui ressemble à ce qu'on appelle des chauves-souris, mais ça ressemble pas vraiment à des chauves-souris, c'est plus des harpies, en fait, Oui. chantait une chanson qu'on a appelée Song of Lament, donc le chant des lamentations, qui est un chant en latin qui veut dire quelque chose, qui parle un peu du lore du jeu. Donc on s'écoute ça et on revient tout de suite après. O locus ille, beatus quondum nunc deminuit, nos destinatem matribus nunc fiuntur pes, ploravimus, lacrimavimusque, sed ne munus consolatur aureus
C'était donc le chant des lamentations, un chant chanté par des chauves-souris harpies. Et lorsqu'on traverse le jeu, on n'y prête pas forcément attention, parce que honnêtement, dès qu'on arrive dans ce passage-là, ils nous tombent dessus, prêts à nous tuer. Donc on se défend et on les tue d'abord. Mais il y a un vrai chant avec une vraie signification qui parle du temps jadis, du temps révolu, où le doré guidait encore les pas de tous ceux qui vivaient sur la lande et qui a fini par sombrer dans la colère, et avec sa colère a détruit le monde. Et donc ça montre deux choses, cette chanson. Alors déjà, et d'une, le soin obsessionnel qu'a Miyazaki pour ses jeux, c'est-à-dire qu'il va soigner jusqu'au moindre détail. Là, franchement, qui aurait pu imaginer que c'était une vraie chanson en latin qui a une signification qui est importante dans le lore. Là, on peut clairement passer à côté. Et en même temps, ça montre aussi son espèce d'amour pour la mythologie, parce que là, très clairement, c'est une référence à l'Odyssée d'Ulysse, quand Ulysse veut rentrer chez lui et qu'il passe près de l'île des sirènes. Alors, ce ne sont pas les sirènes avec une queue de poisson, hein, c'est les sirènes, celles qui volent, les harpies, et qui leur chant est tellement, comment dire, est réputé pour être l'un des plus beaux chants au monde, donc il va à tout prix écouter ce qu'elles disent, mais il sait que s'il les écoute, il va finir envoûté et qu'il risque de mourir. Donc il demande à ses potes de ligoter au mât de son bateau pour que lui puisse profiter du chant, alors que les autres continuent à ramer avec du cire dans les oreilles pour pas qu'il les entende. Donc oui, parce qu'en plus, il y a un vrai paradoxe entre le monstre qui est pas forcément très facile à combattre au début, la première fois que tu le vois, et cette musique très douce au final. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que par exemple dans la musique d'avant, celle de Fortisax, on s'en moquait un peu et au final on n'y prête pas attention exactement au texte, alors que là c'est vraiment un chant de voix seul avec juste le bruit du vent derrière quand on est dans le jeu et c'est tout. Et en fait cette musique elle fait très, moi je trouve au niveau du style ça fait très chant grégorien, c'était que les chants des chantres médiévaux dans les années médiévales, quoi, 12e siècle, 13e siècle. Et ça fait au final ça fait une vraie prière en fait. On dirait que le monstre il fait une prière en boucle pour je sais pas, parce qu'il a peur de quelque chose de plus grand et que voilà. Donc ouais, c'est vraiment c'est ce genre de petit trésor là qui aussi fait la richesse du lore des jeux de From Software. C'est que parfois le moindre petit objet dont tu vas lire la description va t'éclairer sur quelque chose. Et là, ce sont ces créatures-là dont on ne sait rien, ou très clairement, tu te dis juste, tu arrives là, tu te dis c'est un mob, je vais le trucider. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a une autre proportion, il y a une autre perspective derrière, et ça, vraiment, c'est pour moi l'une des marques de fabrique de From Software, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, là, moi, je sais que la première fois que j'ai trouvé ce mob, c'est que je pensais vraiment que c'était un PNJ, que j'allais pouvoir lui parler, que voilà, ça allait être cool. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui te veut du mal. Et c'est vraiment, en plus, du coup, sur des petits aspects comme ça, le jeu te surprend toujours et tout, quoi. Donc, puis une musique aussi jolie, aussi bien chantée, c'est tranquille. Pas du tout. Non. Tout faux. Ouais, c'est ça. Et puis, écoute, si tu n'as rien d'autre à ajouter sur le chant des lamentations, on va pouvoir enchaîner sur, pour moi, le pire, la musique, et en tout cas la musique du pire personnage du jeu. On va écouter la musique de Mog, le Seigneur du Sang.
Alors c'était la musique de Mog, le Seigneur du Sang, un personnage que vous avez déjà pu voir dans le jeu une première fois en tant que Mog le Réprouvé, dans les sous-sols de la capitale. Un personnage que j'avais un peu développé déjà dans l'édito JV comme étant la pire pourriture d'Entreterre. Bon, pour faire un petit contexte vite fait, donc du coup Mog c'est le frère jumeau de Morgoth. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en écoutant la musique, il y a toujours ce rythme en 3/4, Oui. très un peu dansant, mais une danse, voilà, comme j'avais déjà dit, une danse macabre. On entend cette affiliation à son frère là-dedans, mais là où le personnage de Morgoth est un peu plus respectueux, un peu plus charismatique, enfin, comment dire, ouais, plus respectueux, plus droit. Là, Mog, c'est vraiment le mal incarné. Il a carrément pactisé, on peut le voir avec ses souvenirs, avec le nom avec une déesse, la déesse du sang, qui a un nom, on l'a oublié tous les deux, donc malheureusement, on ne pourra pas vous le donner, et qui au final, dans le lore, a kidnappé, pendant que Malenia était en train de combattre Radan, a kidnappé Miquella. Oui. Qui l'a forcé à devenir son consort alors que il voulait pas forcément, surtout que c'est son demi-frère. Donc il y a rien qui va déjà dans ce personnage. C'est ça, il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va, et en fait on ressent vraiment ce côté diable, en fait, ce côté vraiment où c'est le mal incarné. Ouais. La deuxième phase, on le voit déployer ses ailes, les ailes noires, un peu comme un ange déchu, quoi. Donc, et on ressent vraiment cette dualité dans la musique, avec, pour une fois, on entend vraiment très fortement, je trouve, les chœurs d'hommes, qui sont vraiment mis en opposition aux chœurs de femmes, là où les chœurs de femmes sont vraiment très dans les aigus, très mystiques, un peu comme les cieux, quoi. On peut vraiment l'assimiler aux cieux, au paradis, là où les chœurs d'hommes vraiment font ressentir les enfers aux joueurs. Et il y a vraiment cette dualité qui est un peu qui est vraiment un peu l'empreinte de tout le jeu Elden Ring. Je trouve qu'il y a vraiment cette dichotomie vraiment comment dire, de deux côtés, quoi, de cette dualité entre deux aspects on pourra le voir avec Radagon et Marika. Mais là, il y a, dans cette musique-là, je trouve qu'il y a vraiment une guerre, en fait, qui est déclarée entre deux parties, ne serait-ce que dans cette musique-là, quoi. Oui. Oui, et puis une fois de plus, je tiens à rappeler que c'est quand même un boss optionnel, hein. Une fois encore, on n'a pas besoin de l'affronter pour aller finir le jeu. Mais quel travail pour un boss optionnel, quoi. C'est une dinguerie. Et c'est vraiment le mal absolu. C'est presque l'image du diable, hein, comme tu disais, parce que c'est comme ça qu'on le représente dans l'imagerie catholique, avec des grandes ailes déployées noires. Et puis il a toute cette affiliation au niveau des sorts de sang qui sont juste insupportables. Alors, il a un sort, c'est le rituel du sang, où il absorbe tes HP, qui est bien violent aussi, ce truc-là. Et comme tu dis, il n'y a rien qui va chez ce perso. Il n'y a rien qui va, il est détestable, il a un pattern détestable, il a un look détestable, et sa musique est géniale, et punaise, moi j'adore le détester, quoi. Oui, et même toute la zone avec le palais Mogwin, la grande zone avec des rivières de sang complètes et tout. En fait, je pense que ce personnage, peut-être qu'on en apprendra plus tard dans un potentiel DLC, je sais pas, mais je trouve qu'il pourrait être un peu plus développé. Je pense qu'il sera un peu plus développé. Je ne me vois pas un DLC d'Elden Ring où on développe pas un peu plus Miquella, parce que Miquella, au final, il a juste sa zone avec Malenia au fond. Ouais. Et j'espère qu'on sera un peu plus développé ce pan de l'histoire-là. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et j'avoue que tu as raison, on aime le détester, et moi personnellement j'aimerais quand même en apprendre plus, parce que je trouve le personnage quand même super intéressant. Je dis pas que je le cautionne, attention, mais cette musique est vraiment magnifique, et je pense que ça doit être dans mon top 3 de musiques préférées, j'ose le dire. Voilà. Waouh, quel courage. Quel courage. Non, mais il est très sympa comme boss annexe. Ouais, c'est ça, c'est quand même un boss qui est hyper sympa à combattre. Puis, comme dans tous les Soulsborne, plus le boss est difficile à battre et plus la joie d'y arriver est grande, quoi. Et franchement, Mog, moi j'ai buté dessus pendant 2 bonnes heures. Et quand je l'ai vaincu, j'ai posé la manette en mode who's the boss now? Ah, mais c'est ça, et en plus le truc, c'est que je trouve que c'est un des seuls personnages du jeu, en tout cas c'est mon ressenti, où t'as envie de le tuer. Par exemple, moi je sais que la première fois que je suis arrivé sur Malenia et tout, même sur plein de boss du jeu, je me suis dit mais pourquoi on fait ça? Enfin, juste voilà, elle a rien demandé, elle est juste là, quoi. Alors que Mog, vraiment t'as envie vraiment T'as envie de le tataner, ouais. Qu'il n'existe plus, quoi. Il a plus à exister là.
Et je te propose qu'on parte sur quelque chose d'un peu plus léger, quoique. Moi, c'est clairement l'une de mes chansons préférées de la BO d'Elden Ring, mais pour des raisons un peu particulières. On va s'écouter le chant de la flûte et on se revient juste après. Et donc, c'était une petite musique à la flûte, fort sympathique et très discrète, qui est interprétée par un des ennemis du jeu qui est à la capitale royale de Leyndell. Et alors, je sais pas ce que tu en penses, c'est moi, la première fois que j'ai entendu ce morceau-là, je me suis cru dans Sekiro, quoi. Bah, c'est pas du tout le genre le genre de musique très médiévale justement qui est un peu dans l'ensemble du jeu. Là, c'est vrai qu'on change complètement de style et ça peut vraiment dérouter, surtout là on est à la capitale, cette Oui. grande cité médiévale, et t'entends cette flûte qui est un peu exotique, du coup c'est assez dérangeant même, limite. Ouais, complètement. Et tu vois, du coup, je suis très curieux du lore de ce personnage-là. Parce que, comme je te le disais en off, pour la première fois que j'ai entendu cette musique-là, je suis arrivé par les hauts de Leyndell et j'entends au loin, alors je joue au casque en plus, donc j'entends au loin cette petite musique à la flûte et je me guide à l'oreille vers ce petit flutio. Et quand tu tombes sur ce personnage-là, encapuchonné, en train de jouer de la flûte, mais tu te dis, mais attends, c'est un PNJ, il va m'aider, je vais venir discuter, on va parler du Land des Roseaux, là où se passe l'histoire de Sekiro. Enfin, comment ça se passe? Et en fait, non, bien évidemment, parce que dès que tu approches, il te canarde avec son arbalète enflammée. Et donc tu le réduis à néant. Mais je suis quand même très curieux de l'histoire de ce personnage-là. Donc si quelqu'un parmi nos auditeurs ou auditrices a des infos, je prends. Hein. N'hésitez pas. Moi, Tu peux théoriser beaucoup sur le personnage. Tu peux dire on peut dire qu'il vient d'une autre contrée que l'Entreterre actuelle, quoi. Ouais. Et il doit y avoir tellement de théories, de messages cachés derrière, que ça peut être vraiment. Ce truc, il vient carrément des plaines de Sekiro, comme tu l'as dit, on sait pas. Hein. On sait pas. Mais clairement, par contre, je pense pas que ce soit mis là au hasard, ce genre de musique, quoi. Mettre une musique aussi, comment dire. J'ai pas envie de dire asiatique, mais voilà, cette flûte un peu. Bon, si je l'ai dit, mais Oui, cette flûte asiatique, clairement, qu'est-ce que ça vient faire là, tu vois? C'est ça, c'est que c'est tellement hors cadre par rapport à tout le reste de la musique que très clairement, tu sens qu'il y a un vrai message derrière. Alors, est-ce que c'est juste un easter egg où les développeurs ont fait allez, vous vous rappelez, Sekiro, c'était bien quand même, hein. On vous a mis un samouraï en classe de départ et là, on voit même un petit flutio, c'était cool, hein. Ou alors, il y a un vrai message plus complexe derrière, mais qu'on n'a pas encore réussi à saisir, quoi. En tout cas, c'est vraiment un morceau que j'apprécie beaucoup. Et très clairement, c'est le genre de morceau apaisant qui offre une respiration en plein milieu du jeu, mais ça reste Elden Ring, donc c'est comme une respiration un peu malaisante, quoi. Oui, parce que du coup, encore une fois, là, il n'y a pas de big band dans les personnages avec plein parce qu'il y a plein de PNJ ou de monstres qui jouent des instruments et tout, mais ils sont toujours très seuls, quoi. Ouais. Et du coup, tu l'entends, un instrument soliste comme ça, au final,
dans un jeu qui inspire autant la grandeur, bah, tu te sens oppressé par le fait qu'il n'y ait pas grand-chose. C'est un peu compliqué à saisir comme sentiment, mais il faut jouer au jeu pour comprendre. C'est ça. Mais on se sent seul. Même quand il y a des musiques, même quand il y a des fonds sonores et tout, on se sent quand même seul, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça, Elden Ring, c'est l'hymne à la solitude, en fait. On te lâche dans un monde immense où tu es seul, quoi. Et tu es seul contre tous. Et même les PNJ que tu croises, même ceux qui sont censés t'aider, tu n'es jamais rassuré à 100%. Tu te demandes, est-ce qu'ils vont pas te trahir à la première occasion? Est-ce que les cadeaux qu'ils te font, est-ce que ce sont des vrais cadeaux? Enfin, quelque part, est-ce qu'on pourrait pas appeler les Soulsborne les Soulsborne? Et les seuls sports. C'était préparé ou pas ça? Absolument pas. Bah écoute, bravo. Bah écoute, on va mettre les bouchées doubles en combattant le boss de la capitale. On reste toujours dans la capitale, c'est magique. Et Tout est très bien ficelé à chaque Tout est fois. écrit, tout est écrit. C'est magique. On fait pas exprès, mais on fait semblant qu'on l'a écrit. On va écouter la musique de Godfrey, le premier seigneur d'Elden. C'est parti. Alors c'était la musique de Godfrey, le premier seigneur d'Elden qu'on a combattu une première fois en tant que fantôme, première fois qu'on arrive à Leyndell, et que là on combat, qui nous bloque la route puisque lui aussi veut récupérer le trône d'Elden, vu que c'était le premier sans éclat de l'histoire, qui s'est isolé et qui est parti tout seul de son côté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est juste qu'il a pris quelques sans éclats et il est parti de son côté. Et cette musique, elle est très on sent l'agressivité, le côté très guerrier, quoi. C'est Oui. vraiment le typique, le guerrier à la grande hache, quoi.
avec moi ce que j'ai trouvé magnifique, c'est son lion derrière lui. Oui, Je cherchais parce que je ne retrouvais plus le nom du personnage. C'est Roche qui est en fait de ce que j'ai compris, son conseiller qui l'empêche d'utiliser sa vraie force tellement il est puissant. Et c'est ça, j'ai ça. trouvé ça épique au possible. Surtout que bah, du coup, la première partie du morceau, elle est à peu près similaire à tout ce qu'on a entendu, avec toujours cette empreinte rythmique qui est inhérente à lui, Godfrey, et à ses deux Mm. fils, parce que du coup, pareil, tout est lié, encore une fois. Ouais. Mog et Morgoth sont les deux fils de Godfrey, avec un autre personnage, je sais plus après exactement parce que la généalogie, après, il y a tellement de trucs, mais du coup, il y a toujours ce rythme en 3/4 avec grand orchestre, avec des cuivres Mm, guerriers, mm, des mm. tambours de guerre et tout. Et cette deuxième phase qui est pour moi une pépite, parce que là, on change vraiment de genre, Oui, de style de musique. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en analysant la musique, c'est que pour la deuxième phase, il a buté sans son fauve. lion, son Ouais. fauve, là, ses roches. Ouais. Et là, il se transforme il reste pas Godfrey, là, c'est vraiment Oaralu, le guerrier, le sans éclat, qui a d'ailleurs eu une fille, parce que du coup, on apprend que je pense que sa fille, c'est Néphélie, Ouais. Néphélie-Lou. Et il y a vraiment ce côté dans cette deuxième phase, il y a ce côté vraiment jungle, sauvage. On dirait qu'il a vraiment pris la sauvagerie du lion qu'il a tué. Ouais. Vraiment, il combat même plus à la hache alors que ce serait logique. Là, c'est vraiment à main nue, il te fait des RKO dans les airs. Enfin, il est très, il y a vraiment ce côté très violent, très animal en fait Ouais. du personnage. Ouais, Il ouais, parle même plus quoi. C'est vraiment des c'est bruits ça. de bêtes quoi. C'est ça, c'est un retour à l'état sauvage. Il y a un côté tribal aussi dans la musique qui revient. Enfin, c'est avec ces percussions là qui sont très très en avant. Et c'est vrai qu'il y a cette sauvagerie. C'est comme si on avait lâché les chiens, quoi. Tu vois, pour la deuxième partie. Et enfin, pour moi, c'est l'un des affrontements le plus épiques. Si ce n'est, allez, si, je le dis, c'est quand même mon combat préféré de tout le jeu. C'est contre Godfrey, cette seconde phase là où, enfin, c'est presque. Je vais dire un truc très con, hein, mais c'est presque du shonen, tu vois. C'est que le méchant, il a tombé l'armure qui l'empêchait de devenir l'homme le plus fort du monde. Et en fait, ça y est, il a lâché la bête et il vient de péter la gueule, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, j'adore cette deuxième phase. Et en plus, je surkiffe cette petite cinématique entre la phase 1 et la phase 2, où Qui il est tue très son fauve. dérangeante. J'ai eu du mal Ah ouais. à la regarder droit dans les yeux, mais Pour le coup, on a presque l'impression d'avoir du berserk, tu vois. C'est typiquement le genre de scène qu'on aurait vu dans un berserk. ah oui, clairement, ouais. C'est en plus, tu vois, ça m'aurait pas étonné qu'on voit toute la scène, tu vois. Ouais, Alors que bon, c'est un peu caché parce que bon, quand même, c'est assez violent. ouais. Mais oui, oui, complètement. C'est vrai que ça peut clairement rentrer dans du berserk. Et en plus, le personnage de Godfrey n'est pas un personnage que l'on respecte beaucoup parce qu'au final, il a un peu cet aspect opportuniste parce que bah, t'as tué À tout le fond. monde, t'as brûlé l'arbre au monde, et là, il pointe le bout de son nez juste pour récupérer le trône qu'il a perdu. T'es là en mode bon, ben non, tu vas pas y arriver, frérot. Mais, C'est euh, ça. mais clairement, enfin, je me répète parce que vraiment, je trouve ça fou, mais dans cette musique avec le timbre des trompettes qui est vraiment altéré, il y a vraiment ce côté très animal qui fait que quand tu le bats, moi c'est vrai que j'ai pas trop apprécié ce combat parce que ben, l'arme imitatrice malheureusement elle m'a gâché le combat, mais mais vraiment c'était un très très beau combat et ce n'est pas le meilleur, on le verra plus tard. Attention. Ouais. Bon, on va rester dans les grands combats, justement. On va s'écouter une musique un petit peu hors cadre aussi qui s'appelle Song of Honor, donc la chanson de l'honneur, qui est un prélude à un combat contre Radan. Donc, le fleuve des étoiles. C'est bien ça, il me semble, en français, le fleuve C'est des ça. étoiles. Et donc, on s'écoute Song of Honor et on revient tout de suite après.
C'était donc Song of Honor, c'est une chanson très courte, qui est conçue pour être écoutée en boucle, bien évidemment, et qu'on entend dans une église qui précède le combat contre Radan, le conquérant des étoiles. Et alors, comme on le disait en off, c'est très médiéval, hein. On a presque l'impression d'entendre des chœurs, grégoriens, en fait, des chants grégoriens. Ouais. C'est un chœur masculin qui nous accueille et là, on est sur du pur feeling, From Software. On est vraiment sur quelque chose de, qui t'annonce un énorme combat. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose de grandiose, de presque mythologique. Après tout, tu es dans une église, donc il y a forcément une dimension, au-delà du naturel qui apparaît dans le chant. Et elle a une espèce d'ambiguïté, je trouve, cette chanson, parce que, alors déjà, elle s'appelle Song of Honor, donc ça t'annonce quelque chose d'honorable comme combat. Est-ce que le combat contre Radan est vraiment honorable? Je suis pas sûr. Et dans le même temps, elle a quelque chose de très mélancolique, une fois de plus, comme pour les musiques des premiers boss où il y a quelque chose qui nous rappelle le temps perdu, le temps passé, les erreurs commises. Et on a donc cette espèce d'ambiguïté entre l'envie de combattre avec honneur, cette musique qui nous rappelle au passé, et l'envie de triompher. Et je trouve que c'est dans cette ambiguïté-là que justement la musique d'Elden Ring s'épanouit vraiment, quoi. Ouais, et en plus, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'envie de triompher, moi, quand j'ai réécouté la musique, j'ai vraiment ressenti ce feeling où en fait, on sait qu'on va perdre, Ouais. mais il y a cette prière de se dire, vas-y, on va vers une guerre qui est ingagnable. Et comme tu me l'avais dit en off, c'est que c'est très chaud pour la première fois de combattre Radan, et le boss n'est pas fait pour finalement. C'est ça. De le combattre en 1v1. Il faut invoquer Blade, il faut invoquer Alexander, il faut invoquer tout ça pour essayer de le battre. Et je trouve que c'est assez original comme combat de se dire le combat est fait pour que tu invoques énormément Oui. de personnages, et surtout avant le combat contre Radan, qui est je pense, sans m'avancer, qui est un des personnages les plus forts de tout l'univers Elden Ring, à tel point que on l'appelle le fléau des étoiles, parce que il doit gérer il doit contrer les extraterrestres. Enfin bref, il y a toute une dimension cosmique autour de Radan qui fait que qui on est nous pour arriver à le battre lui, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sont plaints, parce que je crois que 2 semaines après la sortie du jeu, ils avaient nerf Radan. Et il y a des gens qui ont dit, mais non, non, montez-le, on veut souffrir. Et c'est une très belle musique pour le coup. Ouais. C'est vraiment une musique que moi j'aime beaucoup. Et en fait, il y a une image qui m'est venue lorsque tu as parlé de Radan avec tous ces combattants qu'on est obligé d'invoquer. Et ça fait presque penser au Seigneur des Anneaux dans les 2 tours, quand Aragorn débarque pour la bataille de la Ferté du Col, où il arrive avec toute son armée de fantômes, tu sais. Il y a quelque chose comme ça qui se passe, d'hyper épique, où tu es à la tête de ton armée fantôme, en mode allez, y va, on va lui casser la tête à Radan. Et c'est génial. Il y a un vrai travail sur la mise en scène, tu vois, dans Elden Ring, qui est encore largement supérieur à celle des anciens Soulborn, parce que ce passage-là de Radan, que tu combats avec toute ton armée d'invocations, très clairement, c'est de l'inédit, et c'est quelque chose qu'on attendait presque. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir avant dans les Soulsborne, et là, quand je l'ai eu avec Radan, j'étais aux anges, quoi. Je me suis dit, allez, on m'aurait fait la même chose en mode multi, ou en mode, allez, t'invoques une bonne dizaine de potes et on y va tous à 10 contre 1 contre Radan. Là, mais ça aurait été magique, c'est clair. Ah ouais. Mais en plus, le personnage de Radan, qui est juste un petit mot qui est super intéressant, il est en même temps épique, extrêmement fort, et en même temps, il a, pour la petite anecdote, il a appris le pouvoir pour la capacité de contrôler la gravité juste à la base, pour pouvoir tenir sur son cheval fétiche. Ce qui est incroyable, parce que du coup ça le tourne en ridicule complet, alors que le gars complètement, il combat les étoiles. Donc... Mais c'est vrai, et puis il y a un petit côté, parce que Don Quichotte, tu vois, les illustrations des bouquins de Don Quichotte, où il est accompagné par Sancho Panza, qui est son écuyer. Alors Don Quichotte, il est sur un âne, et Sancho Panza, il est sur une espèce de mule malingre, trop petite pour lui. Quand il est dessus, il a les pieds qui touchent par terre, mais c'est Radan, quoi. Et quand tu as cette espèce de truc comique qui apparaît, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous as fait, Miyazaki, quoi? C'est quoi ta blague? Et en même temps, comme il te pourrit la gueule juste à côté, tu l'oublies vite, la blague.
Oui. C'est que la première fois que j'ai fait le boss, je l'avais même pas vu le cheval qui était en dessous de lui. Donc tu sais, j'avais même pas fait gaffe. Pour moi, juste il évitait tout seul. Mais bon, mais du coup, on va pouvoir enchaîner avec le dernier morceau. Et comme tout est lié encore une fois, alors qu'on fait même pas exprès, on va s'attaquer au morceau du père de Radan. Et ouais. Finalement, du père de Radan avec Renala, on va écouter la musique de fin, du dernier boss de fin, le final battle, la musique de Radagon et de l'Elden Beast.
Alors c'était la musique de la bataille finale d'Elden Ring, cette musique qui est, à mon humble avis, est la meilleure musique de tout le jeu, Mm. qui est vraiment incroyable. Et en fait, elle est d'autant plus incroyable que c'est une continuité au thème principal du jeu, qui d'ailleurs, je trouve un choix assez vraiment très très malin. C'est-à-dire qu'on a le thème principal du menu au tout début du jeu qui se retrouve vraiment au boss de fin alors qu'on s'y attend pas du tout et on ressent du coup vraiment la qualité, la richesse de cette musique. Et surtout, ce qui est frappant, c'est vraiment la dualité entre les deux boss, les deux personnages que sont Radagon et Marika, Ouais, on pourra en parler un peu plus après. ouais. Et c'est cette dualité aussi entre vraiment agressivité, vraiment force de Radagon, ce côté très très dur avec le marteau. C'est vraiment ce morceau qui est pas forcément très oppressant avec une immense masse sonore comme dans les autres morceaux, mais qui est vraiment qui mêle un peu ce côté guerrier, ce côté mystique en même temps, avec Mm. des vrais. Pour le coup, il y a comment dire, de vraies parties, une vraie mélodie qui se dégage en fait du morceau, qui est vraiment du coup Ouais. le thème principal du jeu, quoi. Oui, complètement. Et puis, moi, j'adore cette mise en abîme, en fait, parce que du coup, c'est le dernier vrai morceau que tu vas entendre. Et puis, une fois que tu as battu Radagon et Den Beast, bah, tu reviens à l'écran titre et tu réentends ce morceau-là. Et du coup, c'est presque devenu un chant de victoire pour toi, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe comme ça dans l'esprit où lorsque tu lances le jeu pour la première fois, tu entends cette musique qui est géniale. Tu la retrouves à la toute fin. Donc, dès le départ, on t'annonçait ce combat final. Et une fois que tu as remporté le combat final, bah, quand tu reviens à l'écran titre, c'est plus une annonce vers le futur, c'est la célébration de ta propre victoire, quoi. Et comme tu dis, il y a une vraie mélodie, elle est vraiment accrocheuse. Et c'est l'apparition de cette harpe-là, quasi mystique, qui apparaît au milieu du morceau et qui casse cette espèce de côté grandiose pour revenir sur quelque chose de plus intimiste. Ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer, quoi. Surtout que pour une musique de fin, c'est un vrai pari, quoi. C'est de passer une Ouais. musique vraiment, voilà, très orchestrale à quelque chose de très intimiste. Mais je trouve que c'est un vrai parti pris par rapport au lore parce que déjà, si on a fait un peu tout ce qu'il y avait à faire au niveau annexe auparavant, on ne sait pas trop qui sont vraiment Radagon et Marika. On sait leur affiliation avec certains personnages, comme Radagon avec Renala, il a eu des enfants et tout. Mm. Mais au final, on voit un petit message à l'Indel qui apparaît au sol où il y a marqué Radagon et Marika, donc EEST, donc c'est la même entité. Mais en fait, on ne Ouais. sait pas vraiment ce que c'est. Et en analysant la musique, moi, je me suis amusé à comprendre quelque chose, c'est que et déjà, la deuxième partie, on combat la bête d'Elden dans un environnement, voilà, quoi, cette grande étendue d'eau à perte de vue avec énormément d'arbres-mondes autour de nous. Donc, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui dépasse notre compréhension en tant que joueur. On ne sait pas où on est, en fait, finalement. C'est Et, ça. et moi, j'ai eu cette théorie de me dire, mais en fait, est-ce que, vu que Radagon et Marika, c'est la même personne, qu'au début du combat, on voit Marika se transformer en Radagon pour le combattre, est-ce que sa deuxième partie, vu que Marika, elle s'est élevée au-delà de tout ça, elle s'est élevée au rang de déesse, touchée par l'Elden Ring, Mm. est-ce que ce choix, je trouve qu'il peut pas être mis au hasard, ce choix d'avoir cette harpe simple avec ses notes de piano et juste un chœur de femme. Pour moi, c'est clairement Marika, l'Elden Beast. C'est vraiment, Ouais. pour moi, c'est Marika à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça fou de me dire juste en écoutant la musique, mais attends, mais j'ai découvert un truc de l'ordre de ouf. Et, mais pour moi, voilà, pour moi, cette deuxième partie, c'est Marika et qui nous parle, mais qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe en fait à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, c'est complètement dingue. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça te twiste le cerveau, quoi. Quand tu vois, enfin, moi, le message, il m'a tué. Radagon et Marika. Je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et, Il y a plein de théories là-dessus. Et c'est vrai que la première fois que tu vois ce message, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du lore? Moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, le lore, il a une importance de ouf. ouais. Après, il y a plein de gens au début qui disaient c'est peut-être la même entité qui s'est passée l'une pour l'autre au bout d'un moment. Non, je pense juste qu'ils ont fusionné. Comment, on ne sait pas. Peut-être qu'au moment de l'éclatement, ils ont fusionné. Vu que Mm. t'entends des phrases de lore dire que Radagon, il descend des géants et que Marika, elle vient de la tribu de je sais pas quoi. Donc, je pense vraiment que c'est deux personnes distinctes qui ont fusionné. Ouais. Euh, mais bon, après, il y a plein de théories. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler du lore, mais à la base, mais voilà, au moins ça montre à quel point la musique montre
peut nous permettre d'en apprendre plus sur le lore et que le lore d'Elden Ring est quelque chose de vraiment riche et qu'on ne mérite pas. Mais voilà. Nous sommes indignes. Exactement, non, mais en vrai, c'est une musique qui, moi, personnellement, m'a énormément touché. Et en fait, quand je suis arrivé devant d'avoir un Dagon dans l'Arbre Monde et que j'ai entendu le thème principal du menu, je me suis dit, mais ce jeu est à des années-lumière de tellement d'autres. Et voilà, donc on encense le jeu parce qu'on l'aime évidemment. Je pense Bien que sûr. tu es d'accord avec ça, mais c'est Ah oui. vrai que. Mais il y a une raison à ça. Voilà. C'est ça, vraiment, c'est un truc con à dire, mais il faut y jouer. Il faut y jouer. Si on aime le jeu vidéo, si même on est curieux du média jeu vidéo, il faut jouer à Elden Ring. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur le jeu, mais que d'ici quelques années, on se rendra compte qu'il a bouleversé plein de choses dans la manière de concevoir un jeu, la manière dont on appréhende un lore et dans la conception de l'open world, comme Breath of the Wild a pu le faire avant, et comme The Witcher 3 a pu le faire aussi. C'est quelque chose, pour moi, il est vraiment venu, on en a déjà parlé dans l'édito Elden Ring, pour moi, c'est vraiment un jeu qui vient fermer cette espèce de trinité-là, la trinité magique de l'open world du jeu vidéo, tu vois. Et je pense que le jeu est encore trop jeune pour qu'on se rende compte à quel point ça a secoué le jeu vidéo. Parce que, alors, nous, on a notre regard de rédacteur slash journaliste slash passionné dessus. Mais en off, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques développeurs et avec des représentants de presse de plusieurs boîtes. Et il y a eu une vraie peur d'Elden Ring de la part des développeurs. Chez certains, ils ont décalé de plus d'1 an la sortie de leur jeu parce que Elden Ring. Parce que quand les développeurs ont mis les mains sur le jeu, ils se sont fait mais merde, on n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a fait? On reprend tout. Et ça, je pense qu'on va avoir comment dire, les résultats des répercussions d'Elden Ring d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. Et je crois que l'open world à venir, il va faire très très mal. Bah, c'est un peu comme on en parlait déjà sur l'édito JV, c'est que ton exemple que tu me disais en off sur le fait que tu as joué à Elden Ring et après tu t'es lancé sur Horizon Forbidden West. Aïe aïe aïe. C'est compliqué, mais du coup, quand tu es à la place des développeurs, tu fais comment? C'est-à-dire tu restes quand même sur cette proposition, tu essaies de t'adapter aux normes que Elden Ring a mis. C'est compliqué, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est un choix compliqué, mais en tout cas, courage aux développeurs. Complètement. Courage. On vous tape pas dessus, au contraire, vous avez notre total soutien. Total soutien. Parce Bonne que c'est chance. pas un métier facile. Dire quand même, ils travaillent pas toujours dans des conditions super. Et c'est des mecs qui sont soumis, et des nanas bien évidemment, qui sont soumis à des conditions de travail parfois très dures, avec des exigences créatives très élevées. Et je pense que quand tu travailles sur un gros jeu, tu dis ouais, mon jeu il va être génial. Et que tu as Elden Ring qui sort entre temps et tu fais ça va pas du tout. Je pense Ouais, que ça non. peut te mettre un sacré coup au moral quand même. Ouais. En tout cas, c'était une très bonne épisode de l'OSTJV et que je suis ravi d'avoir pu partager ça avec toi et on va se retrouver pour un nouvel épisode très prochainement. Ouais, pour de nouvelles aventures. On essaiera de faire un numéro peut-être un peu plus léger, parce que c'est vrai Oui. que il y avait quand même quelques morceaux assez lourds, mais c'était top de faire cette OST, pardon, pas cet édito, cette OST JV avec toi également. Et on va finir sur un morceau un peu particulier. T'as vu, je parle comme un YouTuber. Et qui s'appelle. Alors, c'est Elden Ring Theme in 15 Styles. C'est un musicien qui s'appelle Alex Mokala, qui fait des reprises de thèmes de jeux vidéo. Et je le salue parce que je lui ai demandé poliment l'autorisation d'utiliser ce morceau pour clôture de notre podcast et il a accepté très gentiment. Donc allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, il fait un travail de dingo. Et donc il a repris le thème principal d'Elden Ring dans 15 styles musicaux différents. On va juste Ça vous vaut le mettre coup. l'audio, ouais, et essayer de découvrir un peu quels sont les différents styles et vraiment c'est une petite perle ce morceau. Donc on vous dit au revoir. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous faire des remontées sur toutes les plateformes où on est, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Play, partout. N'hésitez pas. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube. N'oubliez pas, on est sur YouTube. Bah écoute, mon cher Jean-Loup, je te remercie beaucoup. On peut te retrouver sur New Game Plus et Actu Gaming, c'est bien ça? Exactement. Et toi, on peut évidemment te retrouver sur Écran Large, magnifique média. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. À prochain numéro. Ciao, ciao! Ciao, ciao.